Fait. Et puis on va démarrer la réunion rapidement. Donc ce que je te propose, Solène, c'est de te laisser la parole pour commencer et pour que tu nous décrives ton savoir-faire et ton atelier en images pour qu'on se le représente et que quand on parle de rendez-vous client, qu'on sache euh, de quel travail on parle. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je suis peintre en décor depuis maintenant 25 ans. Donc, je suis à Paris, entre Nation et Bastille, dans un atelier qui fait environ 100 mètres carrés. C'est un atelier que j'occupe maintenant depuis 3-4 ans. Et j'ai commencé il y a 25 ans dans un tout petit atelier de 14 mètres carrés. Et puis petit à petit, voilà, j'ai grandi. Ça a été très important pour moi d'avoir un atelier pour justement créer et pouvoir proposer des choses à montrer, même si je suis beaucoup sur les chantiers, j'étais beaucoup sur les chantiers. Aujourd'hui, je le suis un petit peu moins parce que au bout de 25 ans, c'est très physique comme métier, donc finalement, on est content de rester un petit peu plus dans son atelier. Et c'est pour ça aussi que j'ai besoin aujourd'hui d'un grand atelier pour avoir des grands murs, un sol sur lequel je peux travailler aussi, et pour pouvoir envoyer tous ces travaux un peu dans le monde entier. Et si tu nous décris ta singularité en tant que peintre en décor, comment tu la décrirais? Alors, je pense que ma singularité, elle vient de mon parcours. Moi, je suis spécialisée initialement en technique de la fresque italienne. J'ai habité en Italie et puis j'ai fait mes études à Paris, à Olivier de Serres, dans l'atelier de fresque et mosaïque. Et j'ai vraiment une passion pour cette technique de fresque qui est en fait de la maçonnerie, puisqu'on monte une page blanche en mortier de sable et de chaux, et après on peint dessus. Donc on est maçon et on est peintre. Et j'ai rajouté à cette technique la dorure, parce que quand on est en Italie, on voit dans les palais, sur les fresques, beaucoup de dorure aussi. Et je pense que ma singularité, c'est l'utilisation de ces trois techniques à la fois, c'est-à-dire une peinture matiérée qui peut être un enduit peint. C'est pas forcément de la fresque aujourd'hui, mais ça reste des techniques minérales. Et l'ajout de la dorure. Et en fait, ça fait un travail qui est à la fois très brut et précieux, luxueux mais pas ostentatoire. Donc voilà, je pense que mon style c'est ça, plutôt abstrait ou végétal. J'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup les textures de la nature et j'aime beaucoup le graphisme de la nature. Et alors maintenant, si on en vient au vif du sujet, comment préparer un rendez-vous, enfin réussir un rendez-vous client déjà, comment tu le prépares, un rendez-vous client? Alors préparer un rendez-vous client, pour moi, c'est d'abord me renseigner sur le client. Euh, je ne travaille qu'avec des professionnels. Au début de mon parcours, je travaillais avec des particuliers, donc là, c'est difficile de se renseigner hein, sur les particuliers. Quoiqu'aujourd'hui, sur Internet, on trouve quand même beaucoup de choses sur tout le monde. Donc, même si c'est un particulier, finalement, je trouve ça intéressant de regarder qui c'est, si on peut savoir. Ça me permet, de me projeter dans son univers, que ce soit un architecte d'intérieur ou un particulier. Je vais parler que des architectes d'intérieur, puisque ça fait quand même longtemps maintenant que je ne travaille plus qu'avec eux. Ça me permet de savoir ce qu'ils réalisent comme genre de projet, quels autres artisans ils font travailler, ce qu'ils aiment comme matière et comme couleur, et quelle est la taille de leur projet. Voilà. Et tu te renseignes aussi sur le type de budget associé au projet que tu envisages? En amont, c'est pas possible. Je ne sais pas ce qu'ils vont me poser. J'ai un rendez-vous client, soit c'est moi qui les ai démarchés, soit c'est eux, mais j'ai pas forcément beaucoup d'infos à ce stade-là. Donc, les budgets, on va dire que je peux avoir une petite idée du niveau de leur budget en regardant leur projet, leur Instagram et aussi ce que je disais, en voyant quel genre d'artisans ils font travailler, je pourrais savoir si je me situe dans le même genre de budget. Et quand tu rencontres, enfin, j'imagine qu'il y a plusieurs types de rendez-vous, des rendez-vous de prospection, des rendez-vous de clients. Enfin,
Est-ce qu'il y a un premier, un deuxième, un troisième rendez-vous type dans tes 25 ans d'expérience? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Mes tout premiers rendez-vous, il faut savoir que mon activité, elle a mis quand même du temps à démarrer, hein. Moi, pendant 10 ans, je me suis cherchée. D'abord, au tout début, il n'y avait pas Internet, hein, pratiquement pas, il y a 25 ans. On pouvait trouver les agences que dans les magazines, donc c'était très très succinct. Puis il y avait beaucoup moins d'architectes d'intérieur. Donc au début, pour moi, ça a été faire un tableau Excel et chercher toutes les agences. Et là, j'ai pris mon téléphone et pendant 2 ans, j'ai appelé au moins, je sais pas, je dirais 100, 150 agences. Et j'ai fait des centaines d'échantillons. Et j'ai essayé après un coup de fil, d'avoir un rendez-vous téléphonique, pardon, d'avoir un rendez-vous physique. Et puis après, de déposer mes échantillons. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est différent parce que comme ça fait longtemps que je travaille, je suis plus visible sur cette scène, hein, du décor mural et de l'architecture d'intérieur. Donc je dirais qu'on vient plus me chercher. Et puis moi, je fais des salons. Je continue à démarcher, hein, je continue à essayer de rencontrer des agences avec qui j'aimerais bien travailler. Mais c'est pas aussi ardu qu'avant, on va dire. Et quand tu as fait ces premiers exercices j'appelle un client, je présente mon travail, j'essaie de décrocher un rendez-vous, qu'est-ce que tu en as tiré comme conclusion, pas forcément comme conclusion, mais comme enseignement sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien? Alors, je vais vous parler de mon domaine particulier, quelque chose de très concret. Au début, quand je me présentais, je disais que j'étais fresquiste, puisque je fais de la fresque. Et dans l'imaginaire des gens, la fresque, c'est quelque chose de très traditionnel avec des branchages, c'est très 19e, il y a des angelots, c'est très italien. Et en fait, moi, je parlais juste d'une technique, comme on peut dire la gouache ou l'acrylique. Et donc, il a fallu que je leur fasse comprendre. Donc, ils n'avaient pas tellement envie de me recevoir parce que c'était pas très contemporain. Donc, j'ai parlé plutôt de décors sur mesure, haut de gamme, avec de la dorure. Et ça, c'est des choses qui sont plus évocatrices et qui m'ont permis d'obtenir des rendez-vous. Et je m'en suis rendu compte vraiment au bout de, je sais pas, 10, 15, 20 coups de fil. J'ai analysé mon discours, j'en ai parlé autour de moi et j'ai compris qu'il fallait que je change les termes. Parce que le but, c'est de montrer ce qu'on fait physiquement. Parce qu'en fait, les photos, à la limite, ça suffit pas. Il faut montrer physiquement pour convaincre. Donc, le but, c'est d'avoir un rendez-vous physique. Et là, quand tu transformais en rendez-vous physique, enfin, est-ce que il y a un taux de transformation? Enfin, c'est toujours intéressant de savoir un peu combien de coups de fil il faut que tu passes pour avoir combien de rendez-vous. C'est quoi le taux de chute? Bon, au début, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup le taux de chute au début. Une fois qu'on a trouvé bah, je sais pas, au début, je dirais, on arrive à obtenir, moi, je dirais, un rendez-vous tous les 20 coups de fil. Et puis, au fur et à mesure des mois, j'avais mon discours qui fonctionnait mieux. C'était plus un tous les 10 coups de fil. Et puis, je dois dire qu'après, au bout de 5, 6 ans, pratiquement à chaque fois, ou alors c'était un sur deux, ou j'avais pratiquement à chaque fois un rendez-vous. Et alors, tu nous as parlé de ton discours sur la façon dont tu parlais de ton travail, de ton savoir-faire, qui était peut-être plus précis, plus imagé, qui associait des mots-clés aux personnes à qui tu t'adressais. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres choses que tu as interprétées comme étant un moyen d'avoir un rendez-vous? Alors, il faut être prêt à apporter des échantillons et à les laisser. Parfois, il se passera jamais rien avec cette agence, mais je pense que si on laisse pas d'échantillons, ça ne marchera pas. Donc, il faut le dire. Il faut dire qu'on vient présenter des échantillons, qu'on pourra en laisser. Euh, je vous parle de ça, c'était il y a 10-15 ans hein, que j'ai fait toute cette démarche. Je pense qu'aujourd'hui, ça a changé, hein. Les gens aujourd'hui, ils démarchent beaucoup. Les agences, elles ont l'habitude de recevoir tout le temps plein de monde et d'avoir des échantillons. Donc voilà, je ne sais pas si aujourd'hui, précisément, pour des personnes qui débutent, ça se passera comme ça. Mais
Il faut trouver en fait dans l'agence la personne qui s'occupe de la matériothèque. Si c'est une grosse agence, il y a une matériothèque et il y a quelqu'un qui s'occupe de la matériothèque. C'est une personne qui est dédiée pour ça et qui est là pour recevoir les artisans. Donc déjà, essayez de demander tout de suite quelqu'un à la matériothèque. Ou alors essayer de trouver le nom d'un chef de projet. En fait, quand on appelle, il faut essayer de trouver quelqu'un précisément dans l'agence à qui on va pouvoir faire cette demande de rendez-vous. Et est-ce que tu disais tout à l'heure que c'était important et que c'était comme ça que tu te préparais à un rendez-vous client en étudiant les projets sur lesquels travaillaient les personnes à qui tu t'adressais. Est-ce que tu l'évoques quand tu passes un coup de fil à un prospect? Est-ce que tu leur parles de j'ai adoré le projet que vous avez fait pour tel lieu? Est-ce que tu leur parles de ce qu'ils ont fait? Est-ce que tu valorises ce que eux font? Euh, ou Alors, ça en vient dans fait, un deuxième temps? moi, je suis pas tellement fan de dire, voilà, j'ai apporté cet échantillon, ça aurait été super, par exemple, dans votre projet, je vois que ça correspond. Je préfère rebondir sur quelque chose qu'ils me disent. Par exemple, ils peuvent me dire ah, c'est dommage que vous soyez pas venu il y a 3 mois parce que justement j'ai fait un projet à Megève et c'est vrai que ça aurait été pas mal. Et là, à ce moment-là, je dis oui, c'est vrai, j'ai vu sur votre site, ça m'a beaucoup plu. Mais bon, il y en aura sans doute d'autres. Enfin, vous voyez, je préfère rebondir en fait sur quelque chose qu'ils disent plutôt que de mettre en avant le fait que je suis allée regarder tout leur réseau et D'accord. Donc tu commences la conversation en en te me présentant. présentant, en D'accord. présentant mon travail, mes techniques, et la conversation se crée. Donc à ce moment-là, je rebondis avec eux sur ce qu'ils disent de leur travail. Et comment tu crées cette interaction avec lui? Une fois que tu t'es présenté, comment tu provoques leurs questions à eux? Alors, c'est une question de feeling parce que il y a des personnes avec qui ça fonctionne très bien, c'est très naturel. On voit en fait la réaction de la personne qui aime. Par exemple, qui aime un échantillon qu'on lui montre, qui aime une texture ou qui aime une couleur, ça se voit parce qu'elle touche la texture ou alors elle voit la couleur et puis nous aussi, on voit autour de nous que finalement c'est cohérent par rapport à ce qu'on voit. Donc forcément, la personne va être encline à discuter, à continuer, à donner elle-même des infos et à créer une conversation. Ce qui est très difficile, c'est quand on a en face de soi quelqu'un qui ne répond pas ou qui a un visage très fermé et qui ne touche pas les échantillons, qui regarde juste et qui ne dit rien. Là, moi, ça m'est arrivé et là, je me suis dit, bon, bah, j'ai trop insisté pour venir. Je pense que ça devait pas correspondre du tout. On n'y arrivera pas, j'arrive même pas à lancer une discussion. Voilà, quand c'est pas fait naturellement, ça fonctionne pas bien. Donc là, t'es déjà en rendez-vous, tu as déjà décroché ton rendez-vous, mais avant de décrocher ce rendez-vous, euh, comment tu leur demandes, tu leur dis, voilà, j'aimerais beaucoup vous rencontrer. Comment tu... Oui, oh oui, tout simplement, je leur dis, enfin, tout simplement, ça n'a pas été facile au début, hein. Je me présente, voilà, je suis Solène Éloi, peintre en décor mural, je travaille maintenant depuis tant d'années sur tel et tel projet. J'ai des techniques, alors c'est un pitch assez rapide, hein, parce que les gens sont pressés, ils n'ont pas tellement de temps, puis ils sont beaucoup démarchés. Et il faut en fait leur faire comprendre qu'ils ont un intérêt à vous recevoir. Je leur demande un rendez-vous pour leur présenter des échantillons de matière qu'ils n'ont peut-être pas, qu'ils n'ont peut-être jamais intégrés dans leur projet, des échantillons qui peuvent plaire parce que en ce moment il y a un retour vers des textures très griffées, très minérales, très je ne sais quoi, et donc ça pourrait peut-être les intéresser pour leur projet. Voilà, c'est essayer en fait de leur faire sentir qu'ils ont un intérêt à me recevoir. Et il y a un moyen de les rassurer. Comment, enfin, euh,
Ou alors, raconte-nous un rendez-vous raté ou une introduction ratée. Et qu'est-ce que tu, comment tu expliquerais que ça a été raté? Alors, raté, soit comme je le disais tout à l'heure, parce que en fait la personne, ça l'intéresse pas vraiment et elle a accepté ma demande de rendez-vous parce que j'ai peut-être été un peu insistante ou j'ai peut-être trop mis le pied dans la porte, mais bon, en tout cas, voilà, maintenant que j'y suis, elle n'a pas envie que je reste des heures, quoi. Donc ça, pour moi, c'est un rendez-vous raté parce que finalement, ça sert à rien et la personne n'en tire à rien, moi non plus, donc ça, c'est pas très agréable. Après, un autre rendez-vous raté que je peux raconter, euh, c'est c'était chez des particuliers et un couple. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas du tout d'accord sur la façon de voir la décoration. Et dans tout ce qu'ils me disaient, je voyais que dans tous leurs projets, ils avaient changé d'archi, changé d'idée. Euh, C'était monsieur disait que c'était madame qui décidait. En fait, c'était l'inverse. Voilà. Et là, bon, bah, c'était un rendez-vous raté. Je suis partie et je leur ai dit après que je ne pourrais pas travailler pour eux. Je leur ai pas dit comme ça à la fin du rendez-vous, mais je leur ai dit que je pourrais pas. Et alors justement, comment anticiper ce genre de perte de temps parce que projet n'est pas assez avancé. Euh, Bah non, mais on peut pas anticiper. Moi, je trouve que ça fait partie du démarchage, hein. Des choses marchent, des choses ne marchent pas. On apprend beaucoup de ces rendez-vous. Moi, je trouve ça très intéressant. Ça m'apprend pour la suite. Ça me permet de décoder justement des choses que peut-être je comprendrai mieux par la suite. Ça affine ma façon d'écouter les autres. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. Pour moi, c'est pas de la perte de temps. oui, donc en fait, ce ne sont pas des rendez-vous ratés parce que tu en Non. tires forcément quelque chose, Oui, soit sur la façon dont tu présentes ton travail, soit sur le projet, soit sur... euh, oui, parce qu'il y a des rendez-vous qui se passent très très bien et il n'y a jamais de projet derrière. Je peux pas dire que c'est un rendez-vous raté. Et pourtant, j'ai pas de projet derrière. Donc c'est pour ça un rendez-vous qui se passe mal, c'est pas un rendez-vous raté, ça arrive. et c'est des rendez-vous de rencontre, c'est des rendez-vous qui prennent combien de temps? Alors moi, je compte minimum 20 minutes. C'est un peu expéditif, mais c'est quand c'est moi qui démarche, que la personne ne m'a rien demandé et que je sens qu'elle est un petit peu pressée. Donc ça, c'est 20 minutes. Et après, c'est plutôt une demi-heure, trois quarts d'heure. Quand ça se Une passe bien, demeure, qu'elle est intéressée. Alors là, je parle que des rendez-vous qui ont lieu à l'extérieur et qui sont pas dans mon atelier. d'accord, parce que Parce ouais. que quand les personnes viennent dans mon atelier, bon, elles ont très envie de venir. Donc là, c'est moi qui dis, voilà, ce sera trois quarts d'heure. On essaye de pas déborder parce que, en fait, j'ai quand même du boulot dans la journée et je peux pas non plus passer Donc trop. tu le précises, tu le dis. Oui, je borde le rendez-vous en disant, voilà, j'ai trois quarts d'heure à vous accorder. Ouais. Et tu te fixes un objectif, par exemple, concernant le budget. Est-ce que tu en parles rapidement? Est-ce que tu te fixes des objectifs sur les rendez-vous qui vont arriver? Comment tu... Non, moi je me fixe pas d'objectif. Ce que je veux juste, c'est que personne ne perde trop de temps. Pardon. Et donc c'est quand même un sujet à aborder assez vite parce que sinon on tourne un peu autour du pot et on se fait plaisir. C'est-à-dire que moi j'ai tellement de choses à montrer, j'ai tellement d'échantillons et j'ai beaucoup de techniques. On peut en parler pendant des heures et puis je vais pas non plus concevoir un projet, faire une maquette sans savoir s'il y a un budget derrière. Donc Euh, à partir du moment où, en fait, si je ne connais pas l'agence, assez rapidement, je parle du budget. Soit c'est eux qui me demandent quels sont mes tarifs, au mètre carré ou au projet, soit c'est moi qui leur pose la question de savoir s'il y a une ligne de budget, quoi, une fourchette, ou ça se fait assez vite.
Et donc, une fois que tu as mis une fois que tu mis vous avez une idée sur le budget, c'est là, à ce moment-là, tu fais une proposition. Euh, Comment tu encadres la discussion sur la partie prototypage, la partie facturation du prototype, la partie délai, la partie ça se passe toujours de la même manière avec tous les clients ou Oui. chacun a un peu sa Alors, façon c'est à de peu faire? près toujours pareil, c'est-à-dire que, par exemple, les clients sont venus à l'atelier, ils ont choisi deux, trois choses qui leur plaisent, et surtout, ils m'ont dit ce qui leur plaisait pas. Moi, m'importe beaucoup de savoir ce qui leur plaît pas. Parce que comme je fais beaucoup de choses sur mesure, au moins, quand je sais ce qui ne plaît pas du tout, voilà, je le mettrai pas par erreur, quoi, on va dire. Et je leur envoie en fait assez vite par mail après une proposition tarifée. Alors ça peut être une fourchette parce que s'il y a différentes techniques, c'est une fourchette. Et dans cette proposition, il y a un tarif pour la maquette, si jamais j'ai besoin de faire une maquette, c'est-à-dire une composition dessinée. Un tarif pour la maquette. Ils peuvent tout à fait me faire travailler sur la maquette et après laisser tomber. Bon, ça n'est jamais arrivé, mais ça rassure les gens en fait de savoir qu'ils sont pas obligés de s'engager tout de suite sur le truc. Après, ils n'ont pas le droit d'utiliser cette maquette pour le faire faire par quelqu'un d'autre, si jamais ils ne font pas travailler. Et après, la ligne suivante, c'est l'échantillon. Alors, l'échantillon, en général, je l'offre. Sauf si les gens ne vont pas au bout de la commande. À ce moment-là, il est payant. Mais sinon, je l'offre. Et puis après, il y a la ligne réalisation. Donc, je leur envoie ça par mail. On en discute un peu au téléphone. On voit si je suis dans les clous pour le budget. Si jamais c'est trop élevé, eh bien, soit j'essaye de changer de technique, ou alors, si c'est un gros budget, ça peut être négocié aussi, ça dépend. Et puis, si jamais le client accepte, on lance le truc. Donc, j'ai donné un délai de réalisation, et aussi en fonction de mon planning. Et si jamais le client est OK, eh bien, voilà, il signe donc la partie maquette, échantillon, et je lance le truc. Et est-ce qu'il y a des moments où tu as réussi à embarquer un client qui avait des questions, qui était hésitant, et qu'est-ce qui a fait que le chantier s'est fait et aurait pu ne pas se faire? Oui, ça m'est arrivé. En fait, je pense qu'il faut... alors, les clients hésitants... Alors, moi, je travaille pour les architectes d'intérieur. Donc, normalement, c'est l'architecte d'intérieur qui est là pour rassurer le client. C'est pas moi qui vais faire en sorte que le client se décide. Alors, sauf s'il vient à l'atelier avec l'architecte d'intérieur et qu'il est séduit par l'environnement et tout ça, mais c'est pas moi qui vais lui dire il faut travailler avec moi, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est le travail de l'architecte d'intérieur de faire ça. Euh, donc je n'ai pas ce genre de questions en fait. Soit ça Oui, marche, soit ça marche pas, mais moi j'ai pas accès au client final. Et, et quelles sont les bonnes pratiques selon toi de suivi après un premier échange? Avant même, enfin là, on était dans le projet, donc on parle de choses concrètes, de budget, de délai. Mais quand tu as eu un premier rendez-vous d'échange qui, selon toi, s'est bien passé, comment tu poursuis l'échange et les rendez-vous? Bah, très concrètement, le lendemain ou 2 jours après, j'envoie un message, soit un SMS ou un mail, plutôt un mail, là. Moi je suis les choses par mail, pour remercier d'être venu et je renvoie mon book en pièce jointe. Et puis voilà, ça c'est la première chose. Et puis après, si jamais j'ai pas de nouvelles pendant longtemps, bah, je dirais que je sais pas, un mois après ou deux, 3 semaines après, je renvoie un message en demandant si je peux donner des infos complémentaires. Voilà, bon, après, je vais pas insister non plus 10 fois de suite, hein. Donc c'est plutôt un petit message de remerciement et puis une petite relance.
Et puis après, si jamais il y a rien, l'année suivante, bon, bah, mes vœux, une invitation à revenir à l'atelier, voilà, mais pas non plus tous les 4 matins. D'accord, tu les entretiens sans les envahir. Oui, oui, oui. Avant de passer la parole à Hortense, Solène, est-ce que tu pourrais, quel serait si tu avais un seul conseil à donner à des personnes qui doivent réussir un rendez-vous client, ce serait lequel? Alors moi, ce qui a été très difficile pour moi au début, c'est de parler en mon nom et de présenter mon propre travail. Et en fait, je me suis dit que j'allais me mettre dans la peau de quelqu'un qui avait un atelier et qui allait démarcher pour son atelier. Et ça m'a beaucoup aidée. D'accord. Donc j'ai pu dire nous, alors que parfois je travaillais seule, hein, mais voilà, disons que ça m'a détachée de mon travail personnel et c'était beaucoup plus facile d'accepter bah, qu'on veuille pas de moi ou voilà, c'était beaucoup plus facile. Merci beaucoup Solène. Alors on va Merci. laisser la parole maintenant à Hortense. Donc je rappelle que Hortense est fondatrice de We Are Makers. Elle a plein d'activités. Donc peut-être que ça serait bien Hortense que tu nous expliques quelles sont tes activités et pourquoi c'est important pour toi de réussir un rendez-vous client. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, Aude. J'ai pas 150 000 casquettes, hein, je vais en présenter deux. D'abord, je suis fondatrice et DG de We Are Makers. C'est une agence que j'ai fondée il y a 10 ans, une agence qui est spécialisée dans la stratégie et le marketing, dédiée notamment à l'animation des communautés. Et puis, effectivement, en clin d'œil avec Artisans d'avenir, je suis aussi artiste. Je crée des objets autour du tissage, principalement des tableaux et des luminaires. Donc, je suis amenée à faire des rendez-vous clients pour ces deux casquettes. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de se questionner sur, dans le fond, ce que j'ai pu mettre en place pour un business, on va dire, plus de conseils, d'accompagnement, voilà, plus dans la stratégie. Qu'est-ce que j'ai pu exploiter pour mon métier, ma casquette d'artiste et inversement, comment je fais le pont dans l'autre sens. Réussir un rendez-vous client, bah, en fait, c'est réussir à vendre. Donc, bah oui, bien sûr, c'est primordial. Et d'ailleurs, même si le rendez-vous ne débouche pas directement sur une vente, à minima, ça sera de l'image, ça sera une petite graine plantée pour se faire connaître. Voilà, donc de toutes les façons, un rendez-vous client, c'est un espace pour parler de soi, de son travail. Donc, en ça, c'est primordial. Et quels sont les objectifs prioritaires selon toi d'un premier rendez-vous? Je pense que l'objectif principal, c'est enfin, et d'ailleurs unique pour moi d'un premier rendez-vous, c'est de qualifier. Donc, il faut finir le rendez-vous en sachant s'il y a quelque chose à faire ensemble dans l'immédiat, dans les 6 mois, peut-être un jour ou jamais. Ce qui demande de verrouiller 3 points prioritaires, le besoin, la décision et le budget. Donc le besoin, on voit de quoi on parle. Est-ce que concrètement mon interlocuteur, il a quelque chose pour lequel je peux lui répondre avec mes techniques, mon expertise ou mes savoir-faire. La décision, ça peut être peut-être un peu plus compliqué, donc je vais détailler. Est-ce que vraiment mon interlocuteur est décisionnaire? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont participer au projet, à la décision? Euh, Honnêtement, c'est très très rare qu'on ait qu'une seule personne qui décide. On parle souvent de triangulation. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris en développement, en développement commercial de l'agence. Dans ce triangle, il y a un opérationnel, un valideur et la personne qui fait le chèque. Donc, il est très fréquent que pour avancer dans un projet, on ait besoin d'avoir plus d'une personne. Et ça, c'est un point, je pense qu'il faut bien avoir en tête. Réussir un rendez-vous, c'est être capable de comprendre qui va participer à la décision. Et le troisième point, c'est le budget. Bien entendu qu'un bon rendez-vous client, c'est un rendez-vous dans lequel on va s'assurer que s'il y a un besoin, il y a bien effectivement en face un budget.
et idéalement savoir si ça correspond à une enveloppe spécifique ou à minima une fourchette. Je rejoins complètement ce que disait Solène sur le sujet. Concrètement, on peut s'arracher les cheveux à faire un devis si on n'a pas de cadrage sur ce côté. Donc, voilà, les 3 points, besoin, décision, budget, pour moi, c'est vraiment les piliers pour qualifier vraiment l'interlocuteur que j'ai en face de moi et savoir si oui ou non j'avance ou qu'est-ce qui me reste à explorer pour bien avancer. Mais quand tu es dans un premier rendez-vous client et que c'est toi qui as fait l'acte de démarchage et que tu as obtenu ce rendez-vous, dès ce rendez-vous-là, si tu ressens qu'il y a un besoin, mais tu vois, dans les projets d'architecte, ça peut être une idée, ça peut être assez imaginaire avant que ça soit très concret. Comment tu abordes cette question de budget quand tu n'as pas, quand t'as pas toutes les réponses, quand l'architecte lui-même n'a pas toutes les réponses? Bah, non, non, mais clairement, s'il y a pas de besoin, il y a pas besoin d'explorer les autres sujets, hein. Tu vois, si tu as pas un besoin immédiat, c'est pour ça que Ah oui, le c'est le besoin immédiat qui fait. exactement. En gros, sur la question du besoin, pour moi, il y a 3-4 statuts, on va dire. Le besoin, il est immédiat. Donc là, on va vraiment rentrer dans du concret et on va faire tout le process qu'a fait Solène. C'est-à-dire, OK, qu'est-ce que vous avez comme budget? Ou tenez, voilà une idée de mes tarifs. Est-ce que ça correspond à ce que vous pourriez mettre sur ce genre de projet, etc. Bien verrouiller que on est aligné sur, voilà, il y a une équation qui pourrait fonctionner entre ce que vous me dites comme étant vos envies, votre besoin et derrière la partie budgétaire. Et bien entendu que la question de la décision, elle va, enfin de qui participe à la décision, elle vient en complément s'il y a effectivement un besoin. Si on comprend tout de suite que le besoin il est pas pour maintenant, moi je vais plutôt me dire je vais rester dans un rendez-vous d'image, ce que j'appelle un rendez-vous d'image, c'est-à-dire je vais donner une bonne illustration de ce qu'on sait faire, nos expertises, nos savoir-faire, etc. Et puis en fait on va rester connecté. Je vais proposer de s'inscrire à ma newsletter, de nous suivre sur les réseaux sociaux. Je rappellerai peut-être dans 6 mois, dans 1 an. Et là, effectivement, on pourra changer de statut dans le pipeline. Moi, dans mon pipeline, il y a quelque chose à faire dans les 6 mois. Oui, dans l'absolu, mais pas tout de suite. Donc, ça veut dire, voilà, tiède. Ou en fait, non, c'est pas la bonne personne, soit parce que c'est pas le bon interlocuteur, voilà, qui pourrait participer à ce genre de projet. Auquel cas, ça veut pas dire que l'entreprise n'est pas à garder en tête, chasser, excusez-moi le terme, mais ça veut dire qu'il faut que je trouve une autre personne. De temps en temps, on peut s'en rendre compte en rendez-vous, que en fait, on n'est pas en train de parler à la bonne personne. Et j'ai un autre statut qui est potentiellement prescripteur, c'est-à-dire que potentiellement cette personne ne va pas être mon acheteur direct, mais il pourrait parler de moi. Il pourrait me mettre en lien. Ça aussi, c'est hyper intéressant de les garder dans l'écosystème de la vente, mais je vais pas explorer comme un rendez-vous commercial entre guillemets avec l'avancement des petits pions sur les 3 points que j'ai évoqués. Et quelles seraient selon toi les erreurs que les gens ont tendance à faire à des rendez-vous clients? Je pense que c'est pas forcément des erreurs, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques questions, on va dire qualifiantes essentielles que de temps en temps, ça peut être difficile de les poser. Donc, pour moi, c'est pas forcément des erreurs. Je rejoins Solène qui nous disait en fait, un rendez-vous client, c'est un moment pour apprendre. Tant qu'on présente fidèlement son travail, tant qu'on est aligné avec la personne qu'on est, enfin, il faut surtout pas se transformer. On n'a pas besoin de devenir commercial pour être bon en rendez-vous client. Donc ça me semble essentiel. Il n'y a pas vraiment d'erreur en fait qu'on peut faire, à part ne pas être soi-même et ne pas parler de son travail, ça c'est sûr. En revanche, je me rends compte que souvent, voilà, il y a des questions un peu, on va dire, concrètes, un peu osées, qu'on va avoir du mal à formuler. Sur le besoin, c'est facile parce que c'est lié au projet, c'est lié au savoir-faire. Ça, généralement, on sait formuler ces questions-là. Sur la décision, ça peut être un peu plus compliqué. Oser dire, mais
enfin, oser laisser penser à la personne qu'elle ne sera peut-être pas seule. Donc, il faut trouver les bonnes formulations. Ça, il faut s'entraîner. Moi, au début, je me les écrivais. Par exemple, avec qui allez-vous décider, avancer sur ce projet? Qui travaille sur ce projet avec vous? Quelles sont peut-être les parties prenantes sur ce projet, les participants voilà, de tel projet. Enfin, voilà, il faut plutôt se dire que c'est une exploration. À ce stade-là, on est un peu enquêteur et donc il n'y a pas de mauvaises questions. Mais vous, si vous voulez avancer et vous faire une idée de est-ce que oui, il y a quelque chose à faire ou est-ce que non, il n'y a pas quelque chose à faire, le pire pour moi, c'est de perdre du temps, quoi. Donc, vous n'avez pas de temps à perdre, tout comme votre interlocuteur n'a pas de temps à perdre. Donc, il faut plutôt se dire, en fait, je vais oser poser ces questions parce qu'en fait, ça va faire gagner du temps à tout le monde. Et pareil sur la question du budget, de temps en temps, ça peut être quand même considéré, surtout dans notre culture française, où on a du mal à parler d'argent. Donc ça, c'est vraiment un espèce voilà, de cap à franchir. Et donc, concrètement, il faut oser poser la question de avez-vous un budget sur ce projet ou mieux, quel budget avez-vous sur ce genre de projet? Bien entendu, la question vous sera aussi posée à l'inverse. On va vous demander vos prix, vos tarifs, bien entendu, ça peut se faire dans ce sens-là, mais il faut oser parler de ça parce que ça va faire gagner un temps fou à tout le monde. Et quelle posture tu penses qu'il faut adopter pour instaurer un climat de confiance avec quelqu'un que tu ne connais pas? Moi, je suis pas forcément convaincue qu'on ait une posture à prendre. Ça laisserait penser qu'il faut prendre voilà, un moule ou potentiellement une casquette spécifique qu'on n'a pas. Pour moi, on ne se change pas quand on va faire un rendez-vous client. On est naturel, on est authentique avec ses qualités et ses défauts. En revanche, pour instaurer la confiance, ben, en fait, c'est la base. On est ponctuel, on a une tenue adaptée à l'environnement, on est préparé. Voilà, on est professionnel. Ça va mettre notre interlocuteur, qu'il ait un besoin ou pas, dans un niveau, voilà, enfin, une équation honnête, quoi. Donc, je suis pas sûre qu'il y ait une posture qui crée la confiance. C'est plutôt restons authentiques et ça crée les conditions d'une conversation simple, directe et encore une fois valorisant le plus possible mes savoir-faire, mes expertises, ce que je propose. Honnêtement, moi de temps en temps, je me dis que bah, c'est bien aussi de se rendre compte que on n'est pas super à l'aise avec la personne en face. De temps en temps, il faut accepter de se dire que en fait, on n'a pas envie de bosser avec cette personne, hein. Donc moi, je ne me change pas pour un rendez-vous client. Et en revanche, je suis très très à l'écoute de tous les signaux faibles qui peuvent me faire perdre confiance en moi. Si je me rends compte que mon interlocuteur ne me met pas en confiance ou que bah, en fait ça va plutôt être à moi de m'adapter, soit en me disant bah en fait c'est pas un bon moment donc peut-être que je vais pas avoir envie d'aller plus loin ou tout simplement comme le disait Solène, il y a des gens qui vous mettent pas en confiance parce qu'ils ont pas beaucoup de temps et donc là bon bah faut pas le prendre pour soi, on y va, on déroule, on fait le job et puis après on verra bien ce que ça donne quoi. Souvent dans ce secteur, et c'est le cas pour beaucoup d'artisans d'art, le syndrome de l'imposteur est très présent. Donc, c'est pour ça que je parle de posture aussi. C'est que il peut y avoir une couche de stress en fait qui se crée quand un artisan d'art va rencontrer un client expérimenté qui est réputé, avec qui on a très envie de travailler. Donc, c'est plus là où enfin, ton conseil de dire c'est important d'être professionnel, d'être naturel, ça c'est important. Mais est-ce que il y a des techniques sur lesquelles ces personnes qui ont, tu vois, des moments d'angoisse avant de rencontrer ces clients qui font que tu vas être plus à l'aise et te sentir sur un pied d'égalité avec ces personnes-là? Mmh. Oui, bah, bien entendu, syndrome de l'imposteur, je pense qu'on l'a tous eu et il faut absolument s'en défaire. Bah, honnêtement, déjà, il y a un bon stress. Moi, je pense que le stress qui est lié à l'enjeu, c'est plutôt une bonne chose.
Voilà, très rapidement, ça va aider à être très focus, ça va aider à aller aussi à l'essentiel. Donc il y a du bon stress, il faut savoir l'accepter, ce bon stress. En revanche, effectivement, le mauvais stress qui fait ressortir le fait qu'on a des trous dans la raquette, le fait qu'on se sent pas préparé, le fait qu'on se sent effectivement en imposture, bah ça se travaille. Ça se prépare concrètement. Là, moi, mes conseils dans la préparation, enfin, il y a que le fait de se sentir musclé qui fait qu'on va oser se regarder dans la glace. Voilà, je prends cette image-là, mais donc du coup, il faut se muscler. Concrètement, il faut se muscler. C'est le meilleur moyen de prendre confiance en soi. Donc effectivement, j'ai une présentation de mon travail, de mon offre qui est précise, qui est fidèle à ce que je peux faire. Elle peut être proposée en version courte ou longue selon le temps que j'ai et en fonction du type de rendez-vous. Ça permet de se retrouver. Si on a préparé une présentation d'1 heure et que là, on se retrouve face à quelqu'un qui nous dit j'ai 20 minutes, effectivement, ça crée du stress. Il faut éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Donc, une présentation qui est complète, exhaustive et qui en même temps peut être en format 1/4 d'heure ou en format 1/2 heure, ça peut être vraiment, enfin voilà, ça peut donner de la confiance. On sait s'adapter à tous les types de situations. Et cette présentation, je ne vais pas en reparler parce que Solène en a pas mal parlé. Ensuite, ce qui donne aussi de la confiance pour être un peu, on va dire, avoir un conducteur, c'est quand même, je pense, d'avoir ces 3 points d'exploration en tête. Quand on a, feu rouge, feu vert, feu orange, en fonction des 3 points, ça aide quand même à se dire, OK, là, il se passe quelque chose. J'ai eu des informations sur le besoin. Tiens, je vais aller explorer le budget. Ou non, j'ai pas encore assez d'infos sur le besoin. Faut que j'explore le besoin. Tiens, j'ai le besoin. J'ai une idée du budget. Bon, maintenant, je vais essayer d'aller comprendre qui participe à la décision. Je trouve que ça donne une bonne gymnastique. Ça donne quand même confiance pour être en capacité en fait, de maîtriser la situation du rendez-vous. Ça, je pense que ça peut vraiment donner aussi de la confiance en soi que de se dire, en fait, c'est pas si compliqué que ça de faire avancer un statut d'un prospect sur le pipeline commercial. J'ai ces 3 points en tête, je suis le conducteur de ça. Et après, je rebondis juste sur un dernier point sur la posture. Je pense que quand on est susceptible d'être face à des projets sur mesure, ce qui peut être très compliqué, en tout cas moi ce que j'ai rencontré à titre personnel, c'est quand on nous parle de projets qui semblent extrêmement complexes et là on se dit ouh là là, c'est énorme, c'est génial, mais je ne suis pas sûre d'être capable de faire ça. Donc là, pour le coup, on peut avoir un vrai problème. Il n'est pas une question de sentiment d'imposture. Là, on est vraiment en train de se dire, en fait, je pense que je ne vais pas correspondre, je ne vais pas être en capacité de. Là, moi, mon conseil vraiment hyper important que j'ai appris de ma période de start-up. J'avais travaillé dans une start-up américaine et les Américains, ils ont un super point là-dessus. C'est qu'ils disent en fait fake it until you make it. Et je l'ai retrouvé en tant que artiste notamment et aussi dans le cadre des activités de l'agence. C'est l'idée que en fait et c'est vrai aussi quand on débute en tant qu'artisan, non, on n'a pas déjà fait tous les types de projets qu'on serait en mesure de recevoir en commande. Donc, ce fake it until you make it, c'est en fait, vous êtes en capacité de faire plein de choses. C'est juste qu'il y a des choses que vous n'avez pas déjà faites. Donc, il faut être très à l'aise sur le fait que oui, vous pouvez vous positionner sur des projets qui sont plus gros que ce que vous avez déjà fait. Parce que vous êtes capable, vous avez les techniques, vous avez la possibilité, etc. Et là, il faut plutôt se mettre dans une attitude, et c'est là où je rebondis sur la question de la posture, une attitude de co-création. Là, pour le coup, c'est vraiment pour moi une posture qui n'est pas une posture où je vais parler de mon travail proactivement et dire ce que je propose. Là, je vais plutôt me mettre dans une attitude de co-création. Je vends plus un catalogue, un book, voilà. Je vais plutôt être en exploration de quelque chose qui est en construction et je me rends compte qu'on va être dans une gymnastique ensemble avec le client potentiel pour définir ce projet. Et s'il est un peu plus gros que moi, c'est pas grave.
j'y vais. J'ai peur, mais j'y vais quand même. Et si toute seule, je n'y arrive pas toute seule avec mes artisans partenaires, mon équipe, voilà, quand je dis toute seule, c'est pas que toute seule moi. Si je n'y arrive pas que avec moi ou mon équipe, etc., à ce moment-là, je me mettrai dans une situation partenariale. J'irai chercher ceux qui peuvent me permettre de compléter mes capacités d'exécution sur le sujet. Je travaillerai avec un collectif. Enfin, il y a toujours des moyens de répondre à ce genre de sujet qui paraît plus gros que nous. Et il faut être super à l'aise avec cette situation. Et voilà, c'est le cas auquel je pense aussi. Rassurant pour le prescripteur. Comment conclure un rendez-vous sans être trop insistant? Concrètement, quand on termine le rendez-vous, soit on a compris qu'il y avait un besoin, auquel cas, faut bien s'assurer que sur tous les sujets, on est carré, on a bien compris. Soit il n'y a pas de besoin et auquel cas, il n'est pas question d'être insistant. Voilà, on va proposer autre chose, la newsletter, les réseaux sociaux, voilà. Mais donc concrètement, la meilleure conclusion qui soit, c'est un petit récap oral pour être sûr qu'on est bien aligné. Donc si je résume, j'ai noté que vous aviez besoin de ça pour telle date, vous aimeriez plutôt telle version, mais vous devez consulter Madame Machin pour savoir ce qu'elle en pense. Et donc, après ça, vous reviendrez vers moi pour que je puisse vous faire un devis des options que vous avez retenues. Bon, gardez en tête qu'il me faut peut-être tant de semaines ou tant de mois pour entre le moment où vous éventuellement signerez le devis et le moment où on sera en capacité de vous livrer. Comme ça vous permet de savoir aussi, voilà, de bien intégrer la problématique de planning sur votre projet. Pour moi, c'est pas au moment où on conclut qu'on va explorer des nouvelles choses. On va plutôt faire un atterrissage, s'assurer que j'ai bien compris, on a un état à date et du coup, ne pas hésiter à dire est-ce que c'est bien ça, est-ce que ça vous va, voilà, toujours utiliser cette conclusion pour s'assurer qu'on est bien à l'équilibre en termes de compréhension. Et alors, même question qu'à Solène, si tu devais retenir un seul conseil, enfin, si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui veut réussir un rendez-vous client, ça serait lequel? Un seul conseil. Non, Hortense. À Hortense, pardon, je me suis mal exprimée. Si, comme je te l'ai posé à toi, Solène, Ah. Solène, la question. Pardon. Mais vas-y, Solène, hein, ça m'arrange. Hein. Comme ça, tu as eu le temps de réfléchir, Hortense. Donc, si toi, Hortense, tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui voulait réussir un rendez-vous client, ça serait lequel? Honnêtement, enfin, suivez les conseils qui vous ont été partagés aujourd'hui. Donc, c'est pas un seul conseil, c'en est plusieurs. Après, il y a un mantra que j'aime bien et qui, moi, me fait énormément de bien, honnêtement. Parce que le travail du développement commercial, quand on n'est pas commercial, c'est franchement une appréhension, un sport qu'on n'a pas choisi de faire. Voilà, ça peut être éprouvant. Donc, mon conseil, c'est rester naturel, préparez-vous, ayez en tête les thématiques à explorer. Et il y a un mantra que j'aime bien. Moi, j'avais eu un coaching en développement commercial quand j'ai créé We Are Makers il y a 10 ans. J'étais pas du tout, j'avais jamais fait de développement commercial. Donc, j'y connaissais rien. J'étais en total sentiment d'imposture. Je m'étais fait aider par quelqu'un et c'est cette personne-là qui m'avait partagé ce conseil. C'était, en fait, ils seront tous clients un jour. Et j'aime beaucoup ce mantra parce que, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais rendez-vous. Un rendez-vous qui ne mène pas à une vente, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais rendez-vous. Il y aura peut-être d'autres issues à ce rendez-vous qui seront peut-être possibles. Peut-être que la personne me rappellera quand il aura vraiment un besoin. Peut-être qu'il parlera de moi à une connaissance. Peut-être qu'il relaiera mon actu sur le réseau social sur lequel j'ai décidé d'être actif. Donc, en fait, c'est un mantra qui dit, en fait, il n'y a pas un moment pour gagner ou un moment pour perdre. Ils seront tous clients un jour. Ceux qui aiment mon travail ou ceux qui un jour auront besoin de mon travail, eh ben, ils seront tous clients un jour.
Merci Hortense, c'est un super mot de la fin, je pense, pour tout le monde. Donc, sachez que vous, toutes les personnes que vous allez voir seront toutes clients un jour. Donc, merci beaucoup Hortense, merci beaucoup Solène pour vos conseils, vos témoignages très utiles. Ce que je vous propose maintenant, c'est si certaines d'entre vous ont des questions à poser à Hortense ou Solène, vous pouvez le faire via le chat, c'est plus facile comme ça, moi je relaye les questions. Et notamment, il y a une première question. Est-ce que vous incluez ce rendez-vous à l'atelier dans votre devis est commun? Alors ça, je pense que c'était une question pour Solène quand tu parlais d'un rendez-vous de chantier, je pense. Euh, la personne qui a posé la question peut repréciser si besoin. Est-ce que vous incluez ce rendez-vous à l'atelier dans votre devis et comment? Ah oui, le Non, premier rendez-vous oui, client. Ouais. non, en fait, je dois dire que je n'ai jamais pratiqué la méthode de calculer les heures qu'on passe à démarcher, à recevoir, pour faire un devis. Moi, je suis beaucoup plus brouillon que ça, hein, c'est-à-dire que pour moi, démarcher, passer du temps à chercher des informations pour chercher les agences, faire un devis, pour moi, tout ça, c'est c'est du temps qui me permet de trouver du travail. Et donc, j'ai pas de méthode pour l'inclure dans mon devis après. Non, je fonctionne pas du tout comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, bah, je pense que vous avez été très claires toutes les deux. Non, moi, j'ai une petite question pour Solène. Je Oui, peux ou pas? Ah bah oui, tu tu peux, bien peux. sûr. Parce que du Bien coup, sûr, toi, tu tu es en peux. contact avec des prescripteurs, donc c'est assez exceptionnel hein, ce que tu as développé, parce qu'effectivement, ils font une partie du métier de vente, en fait, aussi pour toi. Mm. Est-ce que tu as déjà eu envie d'aller directement démarcher des clients professionnels autres que les architectes? À qui, par exemple? Euh, Quel genre de métier? Tu veux oui. dire, par exemple, des directeurs d'hôtel, C'est ça? Des- Oui, oui, ou même, tu vois, des agents de particuliers qui ont des gros financements pour faire des lieux exceptionnels, ou des gens qui travaillent dans l'événementiel, ou Alors, tu vois, en fait, il y a différents, comment dire, dans mon métier de peintre en décor mural, il y a différents secteurs. Et moi, je ne suis pas dans le secteur de l'événementiel, je ne suis pas dans le secteur du cinéma ni du théâtre. Ce sont des réseaux différents. Quand on travaille dans l'événementiel, on travaille de nuit, de jour, partout, dans tous les sens. Euh, Moi, en fait, assez naturellement, j'ai eu envie de m'inscrire dans des choses plus pérennes, je dirais, donc des décors qui restent. J'adore l'événementiel, mais je pense que c'est une vie qui me correspond moi en termes de rythme de vie. J'aime beaucoup travailler avec les architectes d'intérieur parce que en fait c'est eux qui font tout le travail difficile, c'est-à-dire qu'ils vont chercher le client final, qui sont diplomates, ils parlent d'argent avec eux, ils parlent d'esthétique avec eux, et après ils viennent me voir, ils me proposent un projet. Et après, on voit si c'est dans les clous, mais en fait, je n'ai à convaincre personne. Soit ça matche pas, mais je n'ai pas à guider un client. hmm, Et donc, pour moi, avoir l'intermédiaire de qui est l'archi d'intérieur, c'est la personne qui me fait gagner un temps fou parce que c'est la personne qui guide le client final. Je fais tellement de choses sur mesure que à chaque fois qu'un particulier est venu à l'atelier, je n'ai jamais réussi à rien signer parce qu'en fait, il faut quelqu'un qui guide et cette personne, ça peut pas être moi. C'est pas moi qui peut dire c'est mieux en bleu qu'en vert, c'est mieux quand ça descend du haut que du bas. Je sais pas pourquoi les gens ne le perçoivent pas comme un conseil, alors que si c'est quelqu'un d'extérieur, ça marche. hmm, je vois. Merci pour ta réponse. J'avais peut-être un conseil, moi, pour les entretiens. Euh, le conseil, ce serait un peu comme quand on cherche un travail et qu'on passe des entretiens.
ce serait de pas se mettre la barre trop haut au début, dans le sens où ne pas chercher à avoir un entretien ou un rendez-vous dans une agence avec laquelle on adorerait travailler plus que tout. Je pense qu'il faut se faire la main, en fait, avec des agences qui sont plus petites, moins connues. Alors, c'est pas évident parce faut que ça matche aussi en termes de budget. Mais c'est ça qui m'a aidé, moi, au début. J'ai trouvé que c'était vraiment une montagne de démarcher des grosses agences ou des gens très connus et que c'était plus facile quand c'était des personnes qui étaient moins connues, moins visibles, qui n'étaient pas forcément dans les magazines. Aujourd'hui, sur les réseaux, sur Instagram, on trouve tellement d'architectes d'intérieur. Et en fait, ça permet quand même d'affiner son discours, de comprendre comment il est perçu, et je pense que ça aide après pour être un petit peu plus capé pour des gros entretiens. Hmm. Non, mais ce qui est sûr, c'est que on apprend en faisant. Oui, Quand on n'a pas de compétences sur l'aspect commercial, ben, en fait, il faut se faire des rendez-vous c'est ça. pour se rendre compte de qu'est-ce qui marche pas dans le discours, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma posture. Je suis complètement d'accord avec toi. Viser plutôt des petits prospects au début plutôt que de se coller directement au gros, même s'ils nous font rêver. Ils seront tous clients un jour. Voilà, c'est ça. On y revient. Attends, tu as une question de Laura aussi. Tout à fait, c'est ce Ouais. que j'allais relayer. J'aurais une question par rapport aux échantillons. J'ai une collègue qui avait laissé des échantillons chez un archi, mais le projet n'a pas été signé finalement. Quelques mois après, elle a trouvé, alors je sais pas, ça se cache, je vois pas. Quelques mois après, elle a retrouvé un design à elle qui avait été copié et réalisé par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu aurais, Solène, comme conseil? Ça m'est arrivé. C'est très désagréable. Euh, j'ai envie de dire, c'est un peu le jeu, mais il faut pas se laisser faire non plus. Moi, quand ça m'est arrivé, j'ai appelé l'architecte d'intérieur et je lui ai dit que c'était pas très fair-play. Après, c'est compliqué parce que dans mon métier de peintre en décor, il y a aussi beaucoup de personnalités différentes, on va dire. Il y a des peintres en décor exécutants, il y a des peintres en décor qui sont plus artistes. Il y en a qui ont vraiment leurs pattes, il y en a qui savent juste, entre guillemets, sans être péjorative, mais faire. Et c'est vrai que moi, j'invente beaucoup, je crée beaucoup, et bon, bah, je vois bien que parfois, au bout de 5 10 ans, bon, bah, ça a tellement été relayé aussi en images que finalement, c'est refait par d'autres. Ça arrivera toujours. En fait, il faut être constamment dans l'invention, et il faut pas trop s'appesantir sur ce genre de choses. Il faut le dire, et puis après, il faut passer à autre chose. Voilà, Oui, il faut le dire quand même. il faut le dire. Il faut le dire parce que comme ça, bon, bah, la personne sans doute ne le refera pas après. Et puis ça marque aussi que on n'a pas envie de se laisser faire, et que on travaille hein, pour ça. Donc il n'y a pas de raison de. Moi, j'aime pas faire des créations pour que ce soit les autres qui réalisent, hein, ça c'est clair. Mais on m'a aussi demandé de contre-typer des choses. C'est pour vous dire que dans ce milieu du décor mural, bon, bah, c'est un peu des pratiques courantes. Donc moi, je n'aime pas contre-typer. Ça m'intéresse pas non plus. En fait, ça m'intéresse pas. Comme j'aime créer, j'aime réaliser mes créations. Contre-typer, ça a un intérêt si on a besoin d'argent, ce qui arrive, hein, et que bon, bah oui, on n'a pas envie de dire non à ce projet, et donc on fait ça. Alors, il y a une différence entre contre-typer une matière, bon, qui commence à être un peu vue partout, et la faire en petite surface, ou à faire un projet gigantesque avec quelque chose qui appartient vraiment à quelqu'un d'autre. Voilà, il y a une sorte de mesure à trouver. Mais Mm. il faut pas, je trouve, s'apesantir trop si c'est pas trop grave. Ça m'est Ouais. déjà arrivé de faire intervenir un avocat parce que ça me plaisait pas du tout. Voilà. Merci Solène. Une autre question de d'Anne pour toi Solène. Avant que les agences viennent vers vous pour un besoin immédiat, quand tu démarchais,
les agences revenaient vers vous sous quel délai à peu près? Quand j'ai commencé à démarcher, j'ai mis, c'est un peu, j'ai mis, je crois, 2 ans ou 3 ans à avoir un vrai chantier après tous mes démarchages. Donc, en fait, au début, ce qui est compliqué quand on essaye de rentrer dans une agence, c'est qu'il y a déjà des artisans en place. L'architecte d'intérieur, il travaille déjà avec quelqu'un qui fait de la peinture en décor. Il travaille déjà avec un atelier. Donc, c'est difficile de prendre la place de quelqu'un d'autre. On peut pas prendre la place de quelqu'un si on a la même offre. Donc, il faut vraiment avoir une offre très particulière. Je dirais que si jamais on arrive à proposer quelque chose de très différent et que l'architecte d'intérieur, il a un projet rapide dans lequel il peut placer cet effet, ce décor, bah, ça peut être rapide, hein, ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois, ça peut être rapide. Et puis après, ça peut arriver 3 ans, 5 ans, 6 ans plus tard. Il n'y a pas de règle. C'est vraiment les étoiles qui se rencontrent au bon moment, il n'y a pas vraiment de règle. Merci Solène. Euh, on va arriver au bout de notre discussion, sauf si il y a encore une question. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, si une petite qui se rajoute, si c'est un problème de calendrier. Ça veut dire quoi? Oui, là, je peux. Audouin, si vous pouvez préciser ce que veut dire si c'est un problème de calendrier. Vous pouvez décrocher votre micro si c'est plus facile. Pas le temps de réaliser immédiatement la commande. Ah, Alors, ça m'est arrivé, je pense, 2 fois en 25 ans, et ça a été à chaque fois un déchirement. Qu'on me dise, voilà, on pense à vous depuis très très longtemps, et puis là, on a un projet à réaliser dans 15 jours. Et puis, bah, moi, dans 15 jours, j'étais pas disponible, mais vraiment pas disponible, soit à l'étranger, soit en vacances, soit j'avais trop de travail. Bah, j'ai refusé 2 fois. En fait, c'est compliqué parce que il faut faire les choses bien et accepter quelque chose alors qu'on ne peut pas le faire. Ça veut dire faire travailler d'autres gens. Ça veut dire le faire dans l'urgence. Et moi, je pense qu'il vaut mieux décliner un projet en disant qu'on est très déçu et que c'est vraiment dommage, mais que vraiment on serait très très heureux de recommencer une autre fois. Parce que sinon, on risque de mal faire et du coup, il y aura plus rien qui se passera après parce que ça aurait été mal fait. Voilà. En tout cas, moi, je préfère. Alors, on peut aussi demander à ce que ce soit décalé, mais si c'est pas possible, je préfère compter sur une autre fois. Et pourtant, hein, je suis téméraire. Je m'embarque dans des trucs pas possibles, mais je connais mes limites et ça, je sais que c'est une vraie limite. Si ça ne rentre pas dans le planning, si ça ne rentre pas. merci beaucoup Solène, merci Hortense. Donc, on va conclure cette discussion, ces témoignages, ces conseils en vous remerciant 1000 fois. C'est toujours très utile pour des personnes qui, pour n'importe qui, quel que soit leur niveau d'expérience finalement, qui se posent des questions, c'est toujours intéressant d'avoir des réponses venant d'autres personnes expertes ou artisans d'art. Ce que je vous propose, je mets dans le chat un questionnaire que, comme vous avez l'habitude d'y répondre, c'est toujours très utile pour nous. Ça nous permet de nous améliorer et aussi de voir comment concrètement chaque thématique peut avoir un impact sur vous et sur ce que vous mettez en place. Donc, ayez la gentillesse d'y répondre, c'est toujours très utile pour nous. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Et puis, le prochain rendez-vous, donc c'est un atelier d'experts sur l'étude de marché. Voilà, c'est le premier atelier d'experts de l'année. Donc, toute l'année, il y aura des thématiques qui vont permettre d'aborder tous les sujets de développement d'entreprise. Donc, il y a une
montée en compétences, en progression. Il y a une idée pédagogique dans le choix de ces ateliers. Donc, inscrivez-vous. Et puis, il y a toujours les témoignages sur des thématiques variées qui permettent de compléter. Voilà. Bah, écoutez, mille merci. Et puis, à très bientôt. Merci Merci. Aude, à bientôt. Au Merci, revoir au Solène. revoir. Merci, au Tous. revoir. Au revoir à toutes. À bientôt. Au revoir.